Bonsoir à tous et bienvenue pour ce débriefing de ce match Arsenal-Aston Villa. Défaite malheureusement 3-0, score très lourd en faveur des Villans. Pour en parler avec moi ce soir, j'accueille Matt. Bonsoir Matt. Salut à tous. Et accompagné, qui était avec nous aussi ce soir, nous avons Théo. Bonsoir Théo. Théo, tu nous entends? Attends, il était en mute, pardon. Voilà. Bonsoir à tous. Ouais, c'est bon, tu nous entends bien Théo? Ouais, c'est bon, merci. Ok, super. On va donc revenir sur cette lourde défaite, 3-0, les amis. Messieurs, je vais commencer par Théo. Tout simplement, votre appréciation générale sur la rencontre. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette rencontre? On n'était pas dedans du début jusqu'à la fin. Je trouve que on l'a vu déjà la première minute avec le but, quoi. Refusé tout de même, mais on n'était pas dedans du tout. Et on avait l'air froid ailleurs. C'est comme si on pensait, peut-être, je sais pas, si on avait déjà gagné le match, en pensant qu'on avait réussi à faire un bon résultat à Old Trafford la semaine dernière. Et il y avait un manque de collectif aussi. Ça veut dire que les joueurs jouaient chacun son tour tout seul, faisaient le pressing seul. Et personne n'était ensemble, quoi. C'est ce que j'ai ressenti. Matt, c'est une impression que tu partages toi aussi? Oui, évidemment, partagé. Grosse et lourde défaite, effectivement, encore plus à la maison, donc compliqué. Il y a peu de réussite à l'avant, peu de réussite également à l'arrière. Enfin, on a eu des défenseurs qui étaient pas vraiment. Enfin, c'est vraiment une grosse défaite collective. Et puis, il n'y a pas un seul joueur qui a fait son match, pas un seul joueur qui était vraiment qui était au niveau où on l'attendait. Enfin, je pense notamment à Aubameyang qui a loupé quelques contrôles sur lesquels il aurait pu faire quelque chose. Saka était pas dans un grand jour non plus. Enfin, vraiment, ouais, aucune réussite, que ce soit individuelle ou collective. Est-ce que ce serait pas d'abord, messieurs, la composition d'Arteta où ça a failli? On est parti de base sur un 3-4-3, il me semble, avec Holding, Tierney, Gabriel en défense centrale, Bellerin, Saka en piston droit et gauche, et bien sûr le trio d'attaque Aubameyang, Lacazette, Willian. Est-ce que c'est pas là d'abord que ça a pêché? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu par exemple, passer à un système à 4 défenseurs ou qu'est-ce que vous en pensez sur ça? Après coup, c'est facile à dire, mais en même temps, c'est l'équipe qui a gagné contre Manchester, qui a fait un énorme match tactique et puis justement d'intensité et de réussite. Enfin, tout ce qui nous a manqué aujourd'hui. Donc, sur le recul, c'est facile à dire, mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu la composition, je m'attendais au même genre de match que celui qu'on a eu contre Manchester. Ouais. Et toi, Théo? C'est la même chose, ça avait bien marché contre Manchester. Je peux comprendre qu'il ait refait la même équipe. Aussi, je pense que Arteta il joue à 3 défenseurs centraux derrière parce qu'il est toujours pas vraiment serein avec 2 défenseurs centraux. Et tant qu'il est pas serein, qu'il n'a peut-être pas trouvé celui qui pourrait jouer à côté de Gabriel, il préfère jouer à 3 derrière. Je pense que ça pose plus problème sur l'animation offensive que sur l'animation défensive, en fait. Tu parles justement de l'animation offensive. Lacazette, Aubameyang, Willian, aucun des trois n'a réussi à sortir son épingle du jeu. Ouais. Moi, j'aimerais surtout revenir sur la prestation de Willian, qui ensuite a été remplacé par Pepe. Quand on voit le match de Grealish en face du côté d'Aston Villa, qu'est-ce qu'on peut penser de Willian? Est-ce qu'on a maintenant des doutes sur son recrutement? C'est compliqué à dire. Alors, il est quand même maintenant à un certain âge. Est-ce qu'il est à la bonne position aussi? Parce qu'effectivement, il joue qu'en ailier, mais je me demande s'il serait pas mieux dans une position plus centrale. Mais ça n'a pas trop l'air d'être la façon de jouer d'Arteta. Enfin, on voit bien que les meneurs de jeu, les numéros 10, c'est pas sa came. Pour l'instant, ouais, déçu. Il fait un bon match au début de saison contre Fulham, mais c'est vrai que depuis, c'est vraiment en dessous de ce à quoi on est en droit de s'attendre. Théo, on perd ce match 3-0. Ça aurait pu être pire, hein, parce que dès l'entame du match, on se prend un but magnifique d'ailleurs de McGinn dès la première minute de jeu. Il y a aussi la frappe de Grealish qui est sauvée sur sa ligne par Dani Ceballos, exactement. On aurait pu prendre 5, voire 6-0. Comment on peut expliquer qu'on soit autant en difficulté, que ce soit offensivement et défensivement sur ce match, surtout quand on a vu le match la semaine dernière face à Manchester United? Je pense qu'on était en difficulté parce que
ils ont mis beaucoup plus d'impact que nous déjà. Et ça fait des années que Arsenal a du mal quand une équipe met de l'impact, quoi. Et ensuite, le collectif, tout simplement, parce qu'on a aussi beaucoup de mal contre les équipes qui ont plus de collectif. Et United, c'est plus une équipe avec des individualités, donc c'est pour ça qu'on a eu un peu plus de chance face à United, quoi. Effectivement, je suis d'accord, c'est intéressant parce que là, on est quand même sur une équipe de Villa qui est très rodée. Enfin, on a entendu plusieurs fois aux commentaires pendant le match que c'est un coach qui fait pas beaucoup tourner, c'est toujours le même 11. C'est un 11 qui réussit puisqu'ils sont sur un gros début de saison aussi, Villa. Enfin, c'est l'équipe en forme de ce début de saison qui est assez surprenante. Ils ont quand même tombé Liverpool, ils ont quand même fait des gros résultats et puis encore ce soir du coup. Avec des gros scores en plus. Avec des gros scores, ouais, c'est une équipe vraiment rodée qui fonctionne correctement. Ouais, donc on est quand même tombé face à une bonne équipe. Enfin, c'est pas non plus c'est pas une équipe qui nous a arraché la victoire. C'est vraiment un gros match de leur part et face à un non-match de notre part à nous. Mais ça reste aussi une équipe qui a terminé 17e et qui s'est maintenue à la toute dernière journée de Première Ligue la saison dernière. Comment on peut expliquer aussi du côté de Villa qu'il y a eu un tel changement? Ils ont fait un recrutement intelligent. Ils ont récupéré Martinez déjà. On sait très bien quel genre de gardien c'est. Ils ont vraiment récupéré les joueurs qu'il leur fallait. Je pense qu'ils ont fait un très bon mercato. Et en plus, ils ont bâti cet état d'esprit de se battre jusqu'au bout, puisqu'ils, comme tu disais, ils ont failli être relégués. Et on voit bien, enfin, je veux dire, la dernière équipe qui a failli être reléguée, qui a fait un résultat, c'était en 2016, Leicester, et ils ont fait la même chose. Ils sont passés à quelques points de la relégation, et puis la saison d'après, c'était champion. Enfin, il y a une espèce d'état d'esprit qui se forme, qui est assez impressionnant, ouais. Théo, avec ce résultat, Aston Villa monte à la 6e place, tandis qu'Arsenal descend à la 11e place. Est-ce que c'est un classement logique au vu des matchs qu'on a vus cette saison en Première Ligue pour Arsenal? Ouais, assez logique parce que je crois qu'on est à quoi? 4 victoires, 4 défaites. Ça. Aucun match nul, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas surprenant, d'autant plus que Aston Villa a encore un match en retard. Du coup, techniquement, on jouait contre quelqu'un qui était déjà devant nous potentiellement. Et je pense que on mérite notre classement, si ce n'est juste contre Liverpool, on avait une chance de faire un meilleur résultat avec les loupés de Lacazette, quoi. On aurait pu accrocher le nul, mais sinon, ouais, c'est logique. Et ça va être l'un des problèmes de la Première Ligue pour Arsenal notamment, mais même United, d'autres grosses écuries qui vont perdre beaucoup de points contre des équipes qui sont bien renforcées. Et ouais, on voit que les grosses équipes ont du mal après le Covid, quoi. Vraiment. Matt, pardon, fini, vas-y. Ouais, c'est tout. Je disais, les grosses équipes ont du mal, contrairement aux plus petites, depuis la crise du Covid, quoi. Ouais, c'est vrai. Matt, on va avoir la pause internationale maintenant. Est-ce que ça peut faire le plus grand bien pour Arsenal et est-ce que ça peut permettre à Arteta de modifier peut-être son schéma tactique? Alors c'est toujours un petit peu le 50-50. Il y en a qui disent que ça fait du bien quand on est sur une mauvaise série. Il y en a qui disent que justement on finit sur une mauvaise note avant de rattaquer. Pour ma part, je trouve que c'est pas très bien parce qu'on a beaucoup de joueurs qui vont partir en trêve, enfin en équipe nationale. Donc Arteta va pas forcément pouvoir travailler sur beaucoup de choses parce qu'il y a pas mal de ses titulaires qui seront pas là. En plus, au retour, on va jouer contre Leeds qui eux aussi vont être revanchards. Parce qu'ils viennent de perdre encore contre Crystal Palace ce week-end. Pour moi, c'est pas une si bonne nouvelle que ça, cette trêve internationale. Sans compter les éventuelles blessures, évidemment. Théo, t'es du même avis? Ouais, disons que Arteta, il va pas pouvoir travailler avec beaucoup de titulaires, c'est ça le problème. À part Lacazette, je pense. Et du coup, on aura peut-être des joueurs encore fatigués au retour en plus. Théo, on était la meilleure défense du championnat avant cette rencontre. On le rappelle, seulement 7 buts encaissés en 7 matchs de Première Ligue. On vient d'en prendre 3. Il me semble, si je ne m'abuse, que c'est notre plus lourde défaite de la saison. Comment on peut expliquer qu'on soit autant passé au travers ce soir, quoi, tout simplement? Ouais, comme dit, on faisait pas les efforts ensemble, premièrement. Et la défense a été vraiment désorganisée, j'ai l'impression. On voyait souvent, ils ont bien aimé attaquer sur le côté de Bellerin. Et du coup, forcément, Bellerin, il se faisait prendre dans le dos. Alors, Holding, il devait aller
compenser et ça faisait ensuite un trou, quoi. Matt, Et on n'avait pas non plus, on n'était pas assez présent au milieu de terrain avec Elneny et Partey, contrairement à United. Matt, est-ce que tu penses que c'est la sortie de Partey à la mi-temps remplacée par Ceballos? Est-ce que tu penses que ça a été un tournant dans ce match? Un tournant, je sais pas, parce qu'on était déjà dans le dur à la mi-temps. Après, c'est vrai que le voir sortir, ça a été surprenant. On nous confirme qu'il y a une petite alerte à la cuisse qui a poussé à son remplacement. Mais bon, il n'était pas non plus sur un match transcendant comme les quelques derniers matchs de sa part qu'on a pu voir. Donc je sais pas si ça a changé grand-chose, surtout que Ceballos a quand même apporté un petit peu de technique et de volonté, même si c'était encore loin de ce dont on avait besoin. En temps normal, j'aurais dit que oui, sa sortie nous aurait fait du mal, mais là, pas plus que ça, je trouve. On a parlé d'un Bellerin en difficulté, d'un Holding aussi en difficulté, Willian complètement passé au travers. Qui est pour vous le flop de ce match? Je crois que celui qu'on a moins vu, je dirais, ce serait peut-être Aubameyang ou Lacazette quand même. Parce que Willian, il a pas fait un bon match, mais il était plus présent quand même. Matt, pour toi, c'est Aubameyang aussi? Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il est souvent, il est jamais présent dans le jeu, mais il est présent quand on lui envoie la balle et qu'il va provoquer, qu'il va créer quelque chose. Et là, les rares fois où il a touché le ballon, soit il s'est heurté à un défenseur. Alors, il avait un bon client en face de lui avec Cash qui a fait un gros match, mais il a loupé quelques contrôles, loupé quelques passes. Ouais, pas très bon. Puis à mon sens, je trouvais que Saka était pas aussi intéressant que d'habitude. Alors après, bon, on peut pas être aussi exigeant que ça avec un gamin de 19 ans qui surnage déjà par rapport à son âge. Mais ouais, un petit peu en dessous aussi. On a Elneny quand même qui faisait une assez bonne saison, un assez bon début de saison, qui a gagné sa place dans le 11 d'Arteta. Qu'est-ce que vous avez pensé ce soir de sa prestation? Je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Il nous avait tous surpris, je pense. C'est peu de le dire contre Manchester. J'ai trouvé en dessous un petit peu moins impliqué. Il a fait quelques fautes pas stupides, mais pas très intelligentes. Ouais, en dessous, il se rapproche plus du niveau qu'on lui connaît. Alors c'est un peu méchant de dire ça, mais ouais, en dessous par rapport à ses performances récentes. Théo, toi, tu étais sur le charme d'Elneny. Est-ce que tu es convaincu que c'est le tandem qu'il faut avec Partey au milieu de terrain, ou tu préfères peut-être un Ceballos, un Xhaka? Moi, je préférais si on doit jouer avec seulement deux milieux de terrain centraux, je dirais Ceballos plutôt. Comme ça, on a le côté un peu défensif, box-to-box et de l'impact avec Partey. Et après, on a la technique de Ceballos. Et je pense que ça ferait une bonne complémentarité. Et ouais, Elneny, il n'était pas au niveau de la semaine dernière, mais je pense que c'est à l'image de toute l'équipe et que du coup, il peut pas non plus compenser tout ce qu'on faisait, quoi. C'était pas le terrain, quoi. On a un follower qui veut réagir. Je sais pas, est-ce que tu nous entends? LP Juice, tu dois être là. LP Juice, c'est ça. Oui, est-ce que tu nous entends? Je vous entends, et vous? Oui, c'est bon. Okay. Je t'en prie, réagis. En fait, j'ai un peu regardé ce qui se passait sur le Discord, ce que les gens pensaient. Mais moi, il y a quelque chose vraiment qui me frappe. C'est on vante souvent Arteta, d'accord? Il est venu, il a peut-être insufflé quelque chose. Mais j'ai l'impression que dans le jeu en lui-même, il ne se passe absolument rien, en fait. J'ai l'impression que tout ce que, par exemple, Arteta a essayé de mettre en place se retourne contre lui. Le fait, par exemple, d'avoir, on va dire, vendu notre deuxième meilleur gardien, le fait, par exemple, d'avoir gardé des défenseurs qui déjà étaient mauvais, et le fait aussi de ne pas se dire peut-être qu'on devrait tenter autre chose avec, pourquoi pas, Aubameyang, je ne sais pas, dans l'axe, que de le laisser sur le couloir, parce que je trouve que c'est un gâchis de ne pas utiliser Aubameyang avec son plein potentiel. Et ça se voit quand Aubameyang joue, il est frustré. Lacazette est devenu défenseur,
Et donc, tu n'as plus rien, tu n'as pas vraiment de projet, en fait. Et moi, j'aimerais savoir vraiment ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose, en fait. Je suis d'accord avec toi sur la création. Après, il faut aussi voir que sur un match comme ça, je pense qu'Arteta, même avec toute la volonté du monde, les joueurs n'y étaient pas, quoi. Il y avait vraiment pas de volonté. On a vu toute la différence avec le match de Manchester. Je pense que c'est vraiment l'intensité et là, pour le coup, c'est les joueurs plus que le coach. Mais après, est-ce que aussi le fait de parce que là, par exemple, c'est après peut-être que je vais me tromper, mais c'est la première fois qu'il met 2 fois la même équipe. Et donc ça veut dire que même si les joueurs sont en dessous, il n'y a aucun automatisme. Il ne se passe vraiment rien. Ça veut dire qu'il y a même pas une combinaison, même pas un 1-2 qui est créé. Parce que, OK, on a fait quelque chose contre Manchester, mais si on regarde même avant Manchester, on ne faisait pas grand-chose. Le match avant Manchester en championnat, c'était la défaite face à Leicester en plus. Voilà. C'était à peu près le même type de match, ouais. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de projet. On peut s'arrêter sur Manchester, mais on peut remonter aussi bien avant Manchester. On se prend des raclés. On a peut-être, on va dire, une mi-temps où on peut montrer qu'on a de la qualité dans l'effectif, mais à la fin, ça finit toujours pareil. Là où je suis d'accord avec toi, Alpejo, c'est vraiment offensivement, c'est chaotique ce qu'on a vu ce soir et même sur les précédents matchs. Moi, je trouve que, après, c'est mon avis personnel, la victoire face à Manchester, malgré qu'on est assez dominé, elle est quand même assez chanceuse. En plus, on marque sur penalty, Aubameyang. Moi, je vois un Aubameyang où je suis totalement d'accord avec toi. Où pour moi, il faut le faire jouer dans l'axe. Pour moi, c'est un gâchis de le faire jouer sur le côté gauche. C'est un buteur, c'est un attaquant, c'est un finisseur. Il faut le faire jouer dans l'axe, quitte à mettre un 4-4-2 avec la Casette en pointe. En plus, ils se sont déjà très bien entendus, la Casette et Aubameyang, donc je vois pas pourquoi ça ne pourrait plus. Bah oui. Et voilà, et là, on voit clairement un Aubameyang en perte de confiance, alors que c'est censé être notre meilleur joueur et que c'est celui qui nous a sauvé des matchs à de nombreuses reprises la saison dernière. Complètement d'accord avec toi. Exactement. C'est que voilà, moi ça me frustre en fait de me dire que tu as Bukayo Saka, tu as Tierney, tu as Aubameyang qui sont dans le même couloir, qui font la même chose, qui centrent pour personne. Pour Lacazette qui mesure 1,75 m et qui doit monter sur des défenseurs de 2 mètres. Et qui rate complètement ça. Enfin, voilà. Là, par exemple, il y a une tête face à Aston Villa où c'est. Par exemple, regardez, après, je suis peut-être fou et je suis peut-être trop fan de Lacazette, mais je trouve que Lacazette, à force de lui demander de venir défendre, il n'a plus de lucidité dans son dernier geste. Si on regarde le Lacazette, par exemple, on va dire, sous Emery, qui gardait le ballon, qui allait dans les surfaces, qui mettait des pétards, qui faisait des choses dans la surface de réparation, mais qui ne revenait pas défendre, si on le voit par rapport à maintenant, c'est en chute libre. C'est devenu un défenseur. C'est incroyable. Ça veut dire que dans la surface, vous imaginez, le mec doit revenir pour défendre, il doit retourner pour attaquer et prendre un centre, mais le mec, il n'a plus de jus. Il n'a plus de jus. Et derrière lui, t'as qui pour le remplacer? T'as Nketiah. Mais non. Je suis d'accord avec toi sur l'apport d'Nketiah, je le trouve vraiment en dessous et c'est vrai que alors on le défend beaucoup souvent parce qu'il est jeune et ça, mais moi je commence vraiment à avoir du mal parce que je le vois rentrer à la 67e minute, je suis pas content. Clairement, enfin c'est pas lui qui va claquer le doublé et qui va nous gagner le match quoi. Je trouve qu'Arteta est très patient avec lui. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, ce que tu parlais du côté. On a cette défense à 3 avec Tierney qui est en défenseur central, qui est derrière Saka. Et c'est pas son poste non plus. Je le trouve tellement plus intéressant quand il est sur son côté qui déborde. Et on l'a vu à quelques moments pendant le match, mais pas tout le match, à déborder, à faire un centre dont il a le secret, parce que c'est quand même lui qui fait le centre, notamment sur la tête de la Casette. Il a une qualité de centre qui est trop bonne pour qu'il soit cantonné à un rôle de central. Et ça, je trouve ça très dommage pour le coup dans la gestion d'Arteta. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je dis que Arteta, on peut lui reprocher des choses. Je ne parle pas de le virer ou de quoi que ce soit, d'aller dans les grands mots, mais on peut lui reprocher des choses dans le sens où tu mets une défense à 3, mais tu perds énormément dans la création de la défense en 3 parce que Arsenal ne sait pas défendre à 3. À part Gabriel, tu n'as aucun autre qui est vraiment dans l'impact défensif. Soit tu mets une défense en 3 avec 3 purs défenseurs et ensuite, par exemple, Tierney, tu le mets sur son couloir gauche, mais tu mets Aubame et Lacazette en pointe. Ça veut dire que Lacazette, lui, il peut venir faire le relais, etc., jouer
et tu as Aubameyang sur la réception des centres, ou soit tu fais comme il fait, où tu as 3 joueurs qui sont sur le côté gauche. Mais c'est impensable. Je crois qu'on est la seule équipe européenne, ou même dans le monde, à faire ça. Non, mais c'est juste incroyable. Et ça fait que, au bout d'un moment, El Neni ne peut pas répondre présent parce qu'il n'y a que 2 défenseurs au milieu. Il n'y en a que 2 parce que les autres ne peuvent plus défendre parce qu'ils ont fait que ça. Ils défendent que les ailes. Aubameyang ne défend que l'aile. El Neni, il doit prendre les ailes et l'axe. Partey, c'est pareil. Et à droite, n'en parlons pas. Il n'y en a même pas des défenseurs. Bellerin, je suis désolé, on me dit que Bellerin, il est revenu en grâce, mais Bellerin, il ne court plus, le type. Il ne court plus, ça passe tout le temps dans son dos. Après, il n'est pas aidé par Willian. Alors lui, je n'ai même pas envie d'en parler. Je n'ai même pas envie d'en parler. On a déjà beaucoup parlé de Willian, ouais. Je pense que. Lui, je pense que c'est. Et pour finir, j'aimerais juste, voilà, ça c'est un truc que j'insiste, c'est vraiment avoir une alchimie dans cette équipe. Quitte à ce qu'ils mettent un 11. Ça ne fonctionne pas, il va ajuster petit à petit, etc. Mais avoir un 11 de base, s'il vous plaît, monsieur Arteta, avoir un 11, c'est la base. Si tu regardes toutes les équipes qui nous battent, ils ont leur 11 de départ. Si on regarde Manchester City ou Liverpool, parce que nous, on vise ces équipes-là, on ne vise pas West Ham ni quoi que ce soit, on vise Manchester City et Liverpool. Donc, on devrait regarder ce qu'eux, ils font et faire avec nos moyens. On a un 11, mets-nous un 11. Quitte à ce que le 11 se casse la figure sur certains matchs, etc. Mais mets-nous au moins un 11. Qu'il y ait une alchimie, que les mecs se comprennent, que les mecs sachent que, par exemple, Partey, il joue comme ça, Aubameyang, il joue de cette façon-là, Pepe joue de cette façon-là, comme ça, ils vont tous commencer à se comprendre. Sauf que si on change tout le temps, parce que l'autre a fait un mauvais match à tel truc, l'autre a été bon en Europa, donc on va le mettre face à Liverpool. Non, les mecs, ils vont arriver, personne ne saura ce qu'il y a à faire sur le terrain. Oui, et donc, ça va faire ça tous les week-ends. Tous les week-ends, on va regarder le match, on va espérer faire quelque chose. On va voir une bonne première mi-temps, on va se dire, là, la deuxième, il faut juste qu'on plante. On va se prendre 3-0, on va se prendre 1-0, on va gagner 1-0 sur penalty, on va être content pendant une semaine. Et ensuite, on va se faire taper derrière. On a un autre follower qui voulait réagir et après, on entendra aussi la réaction de Théo qui n'a pas pu réagir. Moi, je t'inquiète. Guillaume, est-ce que tu nous entends, Guillaume ? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Ouais, moi, voilà, je voulais revenir surtout sur l'intensité du match, parce que quand je vois le match qu'on a pu faire à United, où j'ai vu qu'on était agressif, on avait été toujours en mouvement, et là, en fait, ce match-là, j'ai été déçu parce qu'on voyait aucune envie, aucun impact. Quand on voit qu'au bout de 35 secondes de jeu, on voit que c'est Lacazette déjà qui est sur le porteur du ballon au moment de la frappe, Mike Dean, et qu'ensuite les défenseurs s'écartent, on est quand même heureux que la VAR nous sauve au bout de 35 secondes. Mais après, je me dis que le match, on n'a aucune réaction. Franchement, ça a été un match noir ce soir. Je crois que depuis le début de saison, on n'a vu aucun joueur sortir du lot et de dire, ce joueur, il a été bien ce soir. Après, on peut reparler un petit peu moi, j'écoute depuis tout à l'heure, on dit oui, il n'y a jamais le même 11. Donc oui, en effet, de ne pas avoir le même 11, de toute façon, pose problème parce que les joueurs n'arrivent pas à se trouver. Après, aujourd'hui, Aubameyang, il est moins bien depuis sa prolongation de contrat. Donc ça, c'est sûr, et on le sent bien, hein, il est plus aussi percutant qu'auparavant. Et pourtant, il a joué sur le côté gauche la fin de saison sur le restart et il a été très bon. Après, voilà, pour Lacazette, moi, on peut pas l'incriminer parce qu'il travaille beaucoup. Et donc, comme on dit, après, c'est compliqué d'avoir quelqu'un en attaque là-dessus. Mais j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de l'intensité ce soir par rapport au collectif qu'on a pu rencontrer en face, qui était une équipe qui en voulait, qui était toujours en mouvement et qui nous a mis de l'impact. J'ai l'impression que dès qu'on est une équipe avec de l'impact en face, on est incapable de répondre. Théo, je t'en prie, c'est ton moment. Bon, je suis d'accord avec toi. Dès qu'on a de l'impact contre nous, on sait rien faire contre ça. Je suis d'accord que le 11 aussi, il faudrait quand même qu'on finisse par en choisir un et le garder. Alors, il y avait une légende d'Arsenal ou même un grand joueur de Première Ligue qui l'a dit la semaine dernière. Il avait dit attention, Arteta est en train de commettre les mêmes erreurs que Emery, à savoir changer souvent le même de système. Exact. Et changer de joueur et changer de 11 du coup.
Et du coup, on n'a pas de repères. Et enfin, je trouve que on n'arrive vraiment pas à être dangereux offensivement. Et durant l'été, les fois où on a gagné, par exemple, contre City et Liverpool, et ben, c'était vraiment pas dans un jeu de possession, c'était toujours des jeux de contre-attaque où on balançait le ballon et Aubameyang, il partait dans le dos de la défense, quoi. Et du coup, Ouais, c'est c'est ça. plus le jeu d'Arsenal qu'on connaissait il y a longtemps de possession devant le but, quoi. Ça, c'est dommage aussi. Guillaume, moi j'aimerais juste réagir. Tu as dit qu'on avait par exemple des difficultés face à des équipes qui mettaient de l'impact, surtout au milieu de Ouais. terrain, tout ça. Pourtant, Arteta, ce soir, il aligne un milieu de terrain composé d'Elneny et Thomas Partey. C'est censé être des joueurs quand même assez physiques et qui doivent mettre de l'impact. Pourquoi ça n'a pas marché pour toi ce soir? Bah, pour moi, ça n'a pas marché parce que il partait une petite alerte à la cuisse. Donc, est-ce qu'il était à 100% de ses capacités? Je ne suis pas totalement sûr. Alors après, est-ce que à l'échauffement, il y a eu une gêne et il s'est dit je vais quand même tester, ou est-ce que c'est pendant le match? Euh, mais en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas marché aussi parce qu'on s'est dit c'est une équipe d'Aston Villa qui arrive quand même en ayant encaissé beaucoup de buts. C'est une équipe qui en a concédé 4 au dernier match, il me semble bien, et 3 le 4, match d'avant. Southampton. Donc, Oui. ils en encaissent 7 en 2 matchs. Donc, au final, on se dit, bah voilà, on sait qu'on va avoir de la place. Et je pense qu'ils se sont un peu reposés sur le laurier. J'ai l'impression que dès qu'on arrive contre une grosse équipe, on arrive à se transcender. Par contre, c'est la saison qu'on a eue l'année dernière, hein. Contre les grosses équipes, on arrive à faire des matchs propres, assez corrects. Et quand on arrive contre des équipes de milieu de tableau ou de bas de tableau, et ben, on est une équipe qui n'arrive plus à jouer ensemble. Ouais, j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, et ben, je pense qu'on a vu ce soir de toute façon un problème de mental et peut-être des joueurs qui se sont vus trop beaux après leur victoire. Alors oui, c'était la victoire à l'extérieur contre un Big Six, c'était la première fois depuis 5 ans, c'était incroyable, mais effectivement, comme tu l'as bien résumé, on était sur une équipe en doute qui restait sur 2 grosses défaites et on n'a pas su saisir le coche, et eux, au contraire, ont su réagir comme il fallait. Donc voilà, défaite logique et défaite pure et simple. Messieurs, j'ai une information de notre très cher Max de l'équipe d'AFC qui me fait parvenir une information, c'est que Arteta aurait dit en conférence de presse d'après-match qu'il allait revoir son système de jeu durant la trêve internationale. Est-ce que c'est... Et il en a aussi profité pour dire que Partey était blessé à la cuisse et qu'il passera un scanner demain. Est-ce que du coup, ce changement de système de jeu peut vous séduire, et sur quel système de jeu est-ce qu'il faut qu'on passe? Ah, ça peut être très intéressant. Comme on en a parlé récemment, là, peut-être avoir repassé à 4 derrière avec 2 vrais défenseurs et des latéraux qui font leur travail de latéraux, peut avoir plus de présence au milieu, éventuellement peut-être reposer des ailiers qui sont pas performants. Vous voyez très bien de qui je parle. C'est une nouvelle qui me réjouit, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Après, moi, je verrais bien un 4-4-2 parce que honnêtement, on a quand même des éléments défensifs qui se comprennent. Quand on voit David Luiz avec Gabriel, on voit qu'il y a une complicité entre ces deux joueurs-là. On sait que les latéraux, de toute façon, bah, malheureusement, à gauche, on a que Bellerin parce qu'on sait que Kolasinac, c'est catastrophique. À gauche, Et à à droite, gauche, pardon, je te coupe. À droite, c'est Bellerin et il y a Cédric aussi qui est derrière lui. ouais, c'est ça, Cédric qui est Il y derrière a, lui. Mais après, il y a est-ce que Maitland-Niles aussi. Maitland-Niles, justement, est-ce qu'il pourrait pas justement concurrencer un petit peu Bellerin sur la saison? Parce que au final, Maitland-Niles, il a Alors, su le remplacer voilà. pendant que Bellerin était blessé. Voilà, après, c'est à voir. Mais par contre, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que Arteta fasse jouer nos jeunes. Quand on voit aujourd'hui qui dit en conférence de presse, il y a une semaine, qui dit que Willock, il est en train de s'intégrer au club et qu'il le fait de plus en plus jouer pour lui donner un peu de confiance et qu'il voit un peu ses capacités, et ben, on le voit toujours pas, ce Willock-là. Est-ce que des jeunes comme Willock et Reiss Nelson, il faudrait vraiment les intégrer dans ce groupe pour qu'ils puissent eux aussi peut-être emmener un peu de peps et leur talent quand même, parce que c'est des joueurs qui ont quand même du talent. Alors après, on les a pas encore beaucoup vus, mais je pense que moi, c'est des joueurs qui peuvent aussi nous permettre d'apporter un peu plus d'intensité, un peu plus d'impact, parce qu'on sait que c'est des jeunes joueurs qui en veulent et qui veulent se montrer. Alors, juste pour conclure, par exemple, tu as parlé de Reiss Nelson, surtout quand on voit les performances de Willian et Pepe à son poste.
c'est vrai que tu as raison, tu as parfaitement raison sur l'apport que peut apporter du coup forcément Reiss Nelson. Tu as parlé de Willock aussi, mais d'un autre côté, c'est vrai que Arteta, et on l'a dit précédemment, il fait confiance à Nketiah en joker de luxe, entre guillemets, derrière la casette, et ça prend pas quoi en championnat. Mais il y a aussi un Balogun, le jeune joueur justement Tout à sur fait. lequel tout le monde faisait référence. On sait qu'il va être en fin de contrat la saison prochaine. On sait qu'à partir de janvier, il va signer gratuitement dans un autre club. Après, on sait que c'est la gestion d'Arsenal qui est mauvaise là-dessus. A priori, une proposition de contrat avait été refusée déjà par Balogun il y a quelques mois. Maintenant, est-ce que c'est pas Arsenal aussi de peut-être se dire, Nketiah, on l'a fait revenir, mais tout compte fait, on voit qu'il n'est pas vraiment adapté au niveau, jeu. ouais. Et est-ce qu'on ferait mieux pas de faire rentrer justement Balogun dans ce plan de jeu-là et de tester avec lui? Parce qu'au final, c'est quand même un joueur puissant, athlétique, il est quand même super fort et il a aussi de la taille. Et aujourd'hui, Arsenal, c'est aussi ce qu'on a besoin parce on passe beaucoup sur les côtés et j'ai l'impression que comme on n'a pas de joueur de tête, on ne peut pas marquer. Ouais. Les amis, je vous laisse juste finir sur Guillaume et après on va passer à la conclusion. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, Guillaume. Effectivement, faut pas oublier aussi qu'il y a Martinelli qui est toujours blessé et qui va bientôt revenir, en espérant qu'il revienne à un niveau, parce qu'il a quand même été blessé longtemps, donc on n'a aucune garantie sur le niveau qu'il aura. Ouais. Après, ouais, moi les jeunes, je suis pas non plus entièrement convaincu. On a parlé de Willock qui est quand même qui est dans l'équipe première depuis à peu près 2 ans maintenant. On en a déjà parlé, il me semble, au dernier podcast. Je le trouve toujours pas très bon ce joueur. Enfin, c'est pas un joueur qui me fait rêver en tout cas. Les jeunes, je suis d'accord, mais à petite dose. C'est pas ce qui m'enchante le plus. Mais effectivement, Non, pour mais faire voilà, les faire bouger les grandir en titulaires, fait. ça peut être intéressant. Ouais. Ouais. Je pense que Nelson, il a plus sa place en première ligue maintenant que Willock, d'autant plus qu'il n'y a pas une grande concurrence quand on voit les performances de Willian, par exemple. Il y a de la place, Surtout, il y a de la place pour se montrer, mais c'est évident. surtout, si je peux me permettre, j'ai Très même bien, peur. merci messieurs, merci à tout le monde de nous avoir suivis pour ce débriefing d'Arsenal Aston Villa. On répète pour ceux qui nous ont rejoints en cours ou qui n'ont pas vu le match, une sévère défaite 3-0 à l'Emirates Stadium, en espérant que cette trêve internationale va faire du bien aux hommes de Mikel Arteta, peut-être avec un nouveau système de jeu. On en parlera dans notre prochain débrief. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Guillaume et LP Juice qui ont aussi intervenu. Merci Matt, merci Théo. Avec Merci plaisir. à vous, les gars. Merci d'avoir suivi. Et passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Et bonne fin de week-end. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.